Bonjour les gars, les filles des Hauts-de-France, bonjour à tous ceux qui peuvent nous regarder en direct et à tous ceux aussi qui regarderont ce live en replay. Donc ce midi, je suis avec Françoise. Hello Françoise. Bonsoir Élise, bonsoir Anne-Sophie. Et, Bonjour, bonjour, pas bonsoir. et Anne-Sophie, c'est Anne-Sophie Bonnière qui nous a rejoint aujourd'hui. Elle est infirmière tabacologue, elle travaille au sein d'une équipe d'addictologie au centre hospitalier de la région de Saint-Omer. Elle est aussi formatrice dans l'hôpital, en dehors de l'hôpital. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors pendant ce live, on a 1 heure pour faire le point et se demander comment on a réussi notre mois sans tabac. Et puis, comment on va faire pendant les fêtes pour continuer cet arrêt, pour maintenir cet arrêt? C'est une période qui est un peu difficile avec les fêtes de famille, les repas à table, voilà. Donc, Françoise, je te laisse démarrer. Eh oui, les fêtes, avec le tonton qui fume encore, la tata qui va nous dire, mais si tu prends du substitut, c'est comme si tu fumais encore. Et cette crainte du petit verre de trop qui nous fera reprendre une clope. Bref, l'énervement, les cadeaux, la joie, les engueulades, les repas de réveillon en famille, on connaît bien. Et tout ça, c'est un risque de refumer, donc on a peur. Alors, première question, c'est parti mon kiki. J'ai arrêté depuis un bon mois maintenant. J'ai commencé avec le mois sans tabac cette année, 10e anniversaire. Est-ce que ce cap du mois est important? Est-ce que j'ai vraiment plus de chances, comme le dit Tabac Info Service, de tenir bon ensuite? Ou est-ce qu'on m'a raconté des histoires pour me donner le moral? Non, non, c'est vrai que le plus gros du travail quand même a été fait puisque c'est quand même difficile les premières semaines de changer les habitudes, hein, surtout la première semaine. Puis après, au fil du temps, voilà, les habitudes quand même se perdent un peu. On prend confiance en soi, on est content de ce qui a été réalisé. Et puis, bah, comme le dit Tabac Info Service, au bout d'un mois, c'est 5 fois plus de chances bah, de tenir son arrêt. Donc, Mhm. c'est bien parti. Super. Élise. Alors, pendant le mois sans tabac, je me suis fait accompagner et j'ai une substitution. Sauf que je me demande, cette substitution, je vais la garder combien de temps? Est-ce que c'est le moment de la baisser? Est-ce que je dois l'arrêter? Et puis après, comment est-ce que je vais faire pour la diminuer? Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et qu'il est important d'aborder puisque les rechutes sont assez fréquentes à l'arrêt de la substitution. Et en même temps, quand on veut arrêter de fumer, on est motivé et quelque part, on veut s'éloigner un peu de tout ce qui nous relie au tabac. Et un peu à tort, les substituts nicotiniques, on a souvent tendance à les arrêter un peu trop vite. Alors c'est très variable d'une personne à l'autre. Nous, on fait vraiment en fonction du vécu de chacun. Mais voilà, les recommandations, il est quand même bon de prendre le temps de trouver le bon dosage, hein, donc peut-être parfois d'adapter et pas hésiter à augmenter au fil des semaines si on sent qu'on est un petit peu trop dans le dur. Et puis, après, bah, de faire une espèce de phase, de palier en fait, moi je conseille souvent, aux patients qui viennent nous voir à partir du moment où le dosage est bon, de garder au moins ce dosage-là 1 mois et puis seulement après, une fois qu'ils se sentent prêts, donc c'est surtout en fonction de la personne, lui rappeler qu'il faut qu'elle se fasse confiance et puis d'envisager la diminution, donc la diminution progressive. Donc par habitude, on a l'habitude de respecter les dosages de substituts qui sont plutôt des multiples de 7. Donc, si on commence avec un dosage assez fort, donc 21 milligrammes, de partir ensuite sur du 14 milligrammes pendant à peu près 1 mois, 7 milligrammes. Mais en fait, voilà, la réalité, c'est il n'y a pas de règle. L'accompagnement va définir la durée du suivi. Donc, il y en a pour qui ce sera plus court et il y en a pour qui ce sera beaucoup plus long et ça n'a pas d'importance, puisque l'important, c'est de se sentir bien dans l'arrêt. T'as gardé ta substitution combien de temps, toi, Françoise? Ah, la question qui tue. Alors, moi, j'ai fumé 30 ans. Je fumais 50 cigarettes par jour. J'ai gardé les patchs pendant plus de 8 mois. J'ai gardé l'inhaleur à l'époque qui ne se fait plus. Je l'ai gardé 1 an et demi à peu près. Et les pastilles, j'en ai pris pendant au moins 3 ou 4 ans. J'ai eu besoin d'un temps de substitution très long.
mais j'étais une très grosse fumeuse, très dépendante, et j'ai voulu vraiment arrêter dans j'ose pas dire le mot confort, mais j'avais tellement peur d'une possible rechute pendant tout ce temps de sevrage que j'ai vraiment choisi de consolider mon sevrage avec l'aide de ma tabacologue, de faire en sorte qu'il devienne vraiment très solide pour envisager d'arrêter tout doucement mes substituts. J'ai commencé par arrêter le patch parce qu'en vrai, je ne le supportais plus. Voilà. Oh, ce que vous dites, c'est vraiment très, très fréquent, et c'est bien de le rappeler qu'il faut prendre son temps. Moi, souvent, je fais le comparatif en me disant, «Bah, ça fait combien d'années, en fait, que vous fumez?» Et ne pas oublier que finalement, cette période de sevrage, elle est très courte, au prorata du temps d'exposition au tabac. Alors bien sûr, on va pas mettre 30 ans à arrêter, mais c'est vrai qu'on n'est pas à quelques semaines ou quelques mois près. Donc Mhm. vraiment se faire confiance et être, comme vous le dites, un peu dans du confort, en tout cas, Mhm. il y a des moyens avec les substituts nicotiniques, de rendre, cet arrêt, le plus confortable ou le moins inconfortable possible. Bah oui, c'est quand on a fumé pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans, se donner une année pour l'arrêt du tabac, c'est vraiment pas un luxe. D'ailleurs, Anne-Sophie, l'un des fondateurs de la tabacologie, professeur Molimar, il disait qu'il fallait un an, une année avant de devenir un ex-fumeur, d'avoir laissé un petit peu toutes ces histoires avec le tabac derrière nous, d'avoir coupé tous ces liens, d'avoir rencontré toutes les situations dans lesquelles on fumait. En vrai, à votre avis, à vous, de praticienne et de clinicienne, ça dure combien de temps un sevrage si on a fumé longtemps? C'est pas fini au bout d'un mois. Non, mais c'est vraiment très variable d'une personne à une autre. Alors après, c'est vrai qu'il y a des périodes clés, c'est vrai qu'en tant que professionnel, de santé, on va plutôt avoir des repères en disant: «Bon voilà, il y a le temps avec la substitution nicotinique» et puis, on va avoir ce regard à 6 mois, à 1 an, pour voir si effectivement les choses tiennent puisque, là, on est dans une période un peu particulière qui est la période des fêtes de fin d'année. Mais il y en a d'autres en fait, hein, que ce soit, au mois de septembre, l'été, enfin, il y a tout le côté un peu convivial ou festif. En tout cas, les saisons vont influencer sur les envies de tabac puisque, le tabac, on réduit souvent ça à un manque, mais au final, le tabac, c'est bien, il y a une triple dépendance, une dépendance physique, mais il faut surtout pas oublier que le tabac, c'est beaucoup d'habitudes. Or, les habitudes, elles ne vont pas être les mêmes au fil du temps, au fil de l'année. Et puis, cette dépendance après psychologique, enfin qui est très liée aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives et qui pareil, de façon saisonnière, ne vont pas être les mêmes. Hmm, merci. Élise. Du coup, on va justement passer à ces soucis et à ces envies. En fait, est-ce que dans l'arrêt du tabac, il y a des caps à passer? Parce que là, moi, j'ai encore un peu envie de fumer, hein. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, voilà, si on doit schématiser, et même si je le rappelle que la vie de chaque fumeur peut être différente, la première ou les 2 premières semaines, on est beaucoup dans la dépendance physique, trouver le bon dosage, il y a le geste, en fait, il vous manque quelque chose, hein, donc on est plutôt actif. Ensuite, on va être dans une période, bon, qui peut toujours varier, mais où on a un petit peu, moralement, c'est un peu plus compliqué puisque finalement, on commence à faire un petit peu, de la distance avec le tabac et à se projeter dans quelque chose de plus long. Et après, bon, on vient déjà de le dire par rapport aux substituts nicotiniques qui vont être, sur une période plus ou moins longue, mais la période de l'arrêt de la substitution est vraiment, particulière. Il faut y faire très attention. Parfois, je sais qu'il y a des patients qui parlent un peu des substituts, ou que ce soit le patch ou les pastilles, un peu comme d'un gendarme, en disant: «Ma main, c'est ce que je l'ai», donc voilà, les envies, elles peuvent varier et puis, il y a certaines personnes qui étaient très attachées à la cigarette et qui vont arrêter pour différents motifs et qui, malheureusement, resteront pendant assez longtemps, parfois plusieurs années avec des envies ponctuelles, de: «J'ai encore envie de fumer», alors soit quand je vois des fumeurs, soit quand je sens l'odeur, soit avec des périodes particulières. Hem, c'est très variable. Mhm. On parle de la baisse de la substitution, là, et de l'importance de prendre le temps. Est-ce que vous rencontrez dans votre pratique de tabacologue
des patients qui ont besoin, par exemple au bout d'un mois ou au bout de 2 mois, au contraire, d'augmenter leur substitution, parfois de façon transitoire. Est-ce que c'est un échec d'être amené à augmenter sa Ah substitution? non, 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 pas du tout. On est vraiment dans cette logique d'adapter, parce que on vient de le dire, la substitution. Alors c'est vrai qu'au départ, on est sur une dépendance physique, mais on se rend bien compte que les émotions, les habitudes, voilà, viennent influencer, et du coup, l'envie de fumer, elle est là réelle. Or, finalement, la substitution nicotinique, c'est le côté le plus simple, le plus pratique pour on vient tester, on vient rajouter un dosage, augmenter légèrement, alors que ce soit par le biais d'un augmenter avec un dosage de patch nicotinique, ou tout simplement avec une substitution, par parfois l'oralité, ce geste de je mets quelque chose à la bouche, vient rassurer physiquement, psychologiquement, parce qu'il y a pas de médicaments pour les habitudes, Mm. et donc en fait, ça vient aider à soulager cette tension qui peut être liée au sevrage, du tabac. Merci. Alors moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'avais cette petite voix, alors au bout d'un mois, au bout de 6 mois, bah, tu as déjà tenu tout ça, donc tu peux le faire, ça va pas déranger de prendre une cigarette, de toute façon tu vas re-arrêter après et surtout c'est pour me féliciter et me récompenser d'avoir réussi. Allez, Est-ce que juste une juste cigarette, une. est-ce que juste une cigarette, c'est possible ou c'est pas possible? Alors, juste une, c'est le rêve de tous les fumeurs, de ne garder que juste une cigarette de temps en temps. Et souvent, je leur renvoie l'image, connaissez-vous beaucoup de fumeurs qui fument juste une cigarette de temps en temps? Malheureusement, non. Voilà, je pense que c'est le quotidien qui parle pour nous. L'addiction au tabac, faut pas oublier qu'elle est quand même très très forte, et que juste une, en fait, bah non, c'est jamais juste une. C'est la première qui vient être le déclencheur de d'autres cigarettes, et c'est souvent d'ailleurs un signe, enfin de rechute, même 10 ans après. Donc, bon, après, il faut le mettre dans un contexte. C'est sûr que c'est à risque de rechute. Et en même temps, quand on est dans une démarche d'arrêt du tabac, dire mince, j'ai fumé une cigarette, c'est pas le début de la fin, c'est aussi de le voir comme parfois c'est un pas de côté, c'est dire bah mince, finalement les envies sont encore très fortes, j'ai craqué, mais ça ne m'empêche pas que je me reprends et je suis de nouveau dans l'arrêt du tabac. Voilà. C'est vraiment après le côté, quel objectif vous vous fixez qui va faire un peu cette différence. Mhm. Est-ce qu'on est encore dans une démarche d'arrêt et que c'est pas le juste une, c'est ah mince, il y en a encore une parce que j'ai craqué, et ou alors est-ce que voilà, quand ça arrive plusieurs années après, c'est à risque. Mhm. D'accord. Bon, là, ça fait un mois donc que pas mal de gens ont arrêté de fumer. Il y a un truc qui baisse quand même au bout d'un mois, c'est la motivation. On commence à arrêter, on est tout feu de flamme. On raconte à la terre entière, j'ai arrêté de fumer, tu te rends même pas compte, j'ai arrêté, mais si, si, je fume plus là, etc. Puis au bout d'un mois, le temps paraît long. Et en dehors de la petite voix qu'a signalé Élise, qui dit, bon, ben, tu l'as fait, maintenant on peut peut-être fumer une petite clope pour fêter ça, hein, euh, on a cette baisse de motivation. Comment retrouver la motivation? Mes motivations de départ, je les sens plus trop. Comment je fais? Bah, la motivation, ce qui est bien aussi, c'est de savoir, moi je sais que j'insiste souvent avec les personnes qui viennent nous voir pour dire faites-vous plaisir en fait, puisque c'est vrai que vous avez parlé de la petite juste, d'ailleurs souvent d'ailleurs quand on dit juste une cigarette, c'est toujours une petite cigarette, j'ai jamais il y a une grosse cigarette, c'est toujours une petite. Et donc la motivation, c'est aussi de tenir dans le temps, de savoir se faire peut-être se rappeler tout simplement les bénéfices à l'arrêt, parce que c'est vrai que les bénéfices, mais ils arrivent très très vite. Dire, bon, alors voilà, ok, ça fait un mois, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et quand on voit tout ce qu'il y a de positif depuis l'arrêt du tabac, hop là, on retrouve ce nouvel élan pour continuer et se dire, mais je suis contente de tout ce que j'ai déjà accompli, et c'est parti, quoi, je suis sur la route. Mhm. Donc, allons-y. Mhm. Super. Élise. Alors là, ça fait 1 mois et demi que j'ai arrêté, mais je suis très, très, très fatiguée. Est-ce que c'est normal d'être fatiguée comme ça? Alors,
je suis un peu surprise enfin de dire, bah voilà, je suis très fatiguée parce que, disons qu'il faut remettre dans le contexte. Il faut toujours aller chercher finalement comment la personne dormait avant, qu'est-ce qui pourrait venir interférer. En tout cas, la notion du sommeil, elle est importante pendant le sevrage parce que ça peut être aussi lié aux substituts nicotiniques. On conseille en général sur 24 heures. Ça permet en fait, le fait de mettre des substituts nicotiniques sur 24 heures, de mieux gérer les envies du matin. Et en même temps, parfois, il y a des personnes qui ne supportent pas cette substitution nicotinique la nuit, qui dorment mal. Donc voilà, c'est de reprendre le temps d'évaluer, pourquoi pas de proposer d'enlever la substitution nicotinique la nuit et de voir si le sommeil s'améliore ou pas. Mais d'une manière générale, l'arrêt du tabac va permettre au cerveau d'être mieux oxygéné et on a un cerveau en fait qui va être plus efficace et normalement on retrouve plus de dynamisme et on a un sommeil de meilleure qualité. Donc Hmm. c'est vraiment aller prendre le temps de chercher ce qui pourrait venir interférer. D'accord, il y a autre chose que le sommeil, il y a le moral. Oui. Et quelquefois, on arrête de fumer et puis on a le moral dans les chaussettes, hein. Et moi, je me souviens, au début de mon sevrage, j'avais l'émotion facile et l'alarme facile. J'allais même me planquer dans les toilettes de mon travail pour pleurer à certains moments. Et je savais même pas pourquoi je pleurais, mais je pleurais. Et j'avais le moral en berne, ouais. Et beaucoup de gens remarquent ça, une sorte de défume blues. Ça dure longtemps, ça, madame? Non, souvent c'est vrai que on est plus dans le premier mois ou comme vous l'avez très bien expliqué, là où les 2 premières semaines, on est très actif parce qu'il faut lutter contre les habitudes Mm. et cette deuxième phase arrive, un petit peu de baisse de morale parce que, bah, on a aussi un peu la nostalgie des premières cigarettes, là où il n'y avait pas encore la dépendance d'installer, où finalement on pouvait fumer ou ne pas fumer sans souci et pendant cette période-là, au départ, il y a quand même un plaisir à fumer. Donc, quand on est dans la démarche de j'arrête, finalement, il faut un peu renoncer au plaisir qui existait au départ, mais qui, comme dans toutes les addictions, disparaît au fil des années en fait de la consommation, parce qu'au départ, on consomme par plaisir, et ensuite on consomme par habitude, et le plaisir n'est plus là, donc il n'y a plus les effets recherchés, et au contraire, après, on en arrive à si on ne consomme pas, si on ne fume pas, bah, en fait, il y a plein d'effets négatifs de ce que nous on appelle des signes de sevrage. Donc le plaisir, après, il est bien loin. Donc souvent, c'est plus une nostalgie des premiers temps de la fume, en fait, des débuts de la D'accord, cigarette. d'accord, merci. Et puis, il faut quand même aussi enfin, se le rappeler, hein, arrêter de fumer. Enfin, voilà, c'est très ancré dans les habitudes. Donc, ça vous Ah demande de oui. bousculer ces habitudes. Ça demande de l'énergie. Ça demande du renoncement. Bon, bah, c'est un peu logique parfois d'avoir envie Mm. de baisser les bras. Donc, c'est là où le soutien, l'accompagnement est important pour savoir le professionnel de santé qui va vous suivre, à savoir pointer du doigt tous les efforts qui ont été mis en place, de repointer du doigt, bah, tiens, c'est quoi les effets positifs? Et donc, d'aller enfin, comment dirais-je, refaire briller un peu cette motivation. Mm. Alors moi, je pensais qu'on toussait énormément quand on fumait. La fameuse toux du fumeur, là, surtout le matin en se réveillant. Enfin, c'était un peu impressionnant, hein. Sauf que là, j'ai arrêté et je continue de tousser. Donc ça m'inquiète un petit peu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va durer longtemps? Comment on gère ça en fait? Ah, c'est vrai que c'est un point fréquent également, c'est-à-dire que la toux matinale du fumeur est fréquente, mais pas systématique. Et néanmoins, c'est important de rappeler que pendant le sevrage, effectivement, certaines personnes peuvent se mettre à tousser là où elles ne toussaient pas, ou à tousser plus là où elles se disaient, bon, allez, c'est bon, maintenant je vais guérir. La toux n'est pas un signe de maladie, c'est plutôt quelque chose de dire, bah, c'est bon signe, ça veut dire que les cils vont se remettre à fonctionner. Finalement, tout simplement, les poumons vont se nettoyer. Il n'y a plus les cils qui sont englués dans cette inflammation au quotidien créée par la cigarette. Et c'est plutôt un signe comment dirais-je, positif. Les poumons refonctionnent à plein régime, là où avant, ils étaient plutôt englués dans une inflammation quotidienne. Mhm. Donc non, ce n'est pas un signe de maladie. Bah, tant mieux parce que beaucoup de gens, quand ils arrêtent de fumer, ont peur. Et ça, c'est bizarre, hein. Quand tu, quand on fume, on sait qu'on risque, on prend des risques pour sa santé. On n'est pas idiot, c'est marqué sur les paquets.
Fumer tue, fumer donne le cancer, fumer donne la BPCO, fumer rend stérile, enfin, ou crée des désordres érectiles, etc., etc., etc. Hein, on voit tout ça. Et puis il y a les campagnes qui nous montrent des images horribles des maladies qu'on peut choper en continuant à fumer. Mais on continue à fumer. Mais quand on arrête, on a un truc qui nous tombe dessus. C'est comme si on allait nous présenter l'addition. T'as fumé, maintenant tu vas payer. Et donc on devient euh, mort de trouille de choper une maladie. Et puis il y a toujours quelqu'un qui nous dit, oh bah tu sais, moi mon voisin, il a arrêté le jour de sa retraite. 3 mois après au cimetière. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai que quand on arrête de fumer, on va tomber beaucoup plus malade? Est-ce que c'est vrai que quand on arrête de fumer, on va payer le prix? Alors c'est vraiment bien d'aborder ce sujet puisque ça fait vraiment partie des idées fausses. Bien évidemment, non, on ne va pas tomber malade quand on arrête de fumer. Tout de suite, on a les bénéfices à l'arrêt du tabac puisque dès que vous arrêtez de fumer, le lendemain même, enfin dans les heures qui suivent, votre taux de monoxyde de carbone diminue, donc vous respirez mieux. Votre corps vous dit merci tout de suite. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est des questions, comme vous l'avez très bien fait remarquer, bah, qu'on ne se posait pas quand le fumeur fumait. Et puis là, d'un seul coup, l'arrêt, peut-être la tension, du bouleversement des habitudes fait que ils sont à l'affût de tout et tout fait peur. Mais non, non, l'arrêt du tabac ne va pas créer l'apparition de pathologies. Maintenant, bah voilà, s'il y a eu 30 ans de tabagisme, j'avais un collègue qui disait souvent le tabac ne fait pas de bruit. Bah oui, c'est un peu comme payer à crédit. Hein. Au départ, enfin voilà, on fume, on se pose pas de questions et d'un seul coup, bah oui, il y a des pathologies qui s'installent sans bruit et puis qui d'un seul coup vont, enfin, on va les découvrir quelques années après. C'est notamment l'exemple enfin, du cancer pulmonaire, hein, qui va surtout être dépendant de la durée d'exposition au tabac. Hmm. Merci beaucoup, Élise. Alors, une grande peur, surtout chez les copines, hein. Un peu moins chez les garçons, je dois quand même le dire, c'est de prendre du poids. C'est de se dire, bah, j'ai arrêté de fumer, mais j'ai déjà pris 5 kilos. Si je continue comme ça, on est à 30 kilos dans 6 mois, quoi. Alors, pourquoi est-ce quand on arrête de fumer, on a tendance à grossir? Et comment est-ce qu'on peut éviter de grossir si on continue notre arrêt? Alors c'est vrai que la prise de poids est souvent associée à l'arrêt du tabac, et quand même, elle n'est pas systématique. C'est important aussi de l'entendre, elle n'est pas systématique. Euh, on considère qu'en fait un fumeur est 3 à 4 kilos en dessous de son poids normal. Pourquoi? Bah, parce que le tabac va venir bouleverser un peu le métabolisme de base et un peu brûler, on va dire, aller de façon simplifiée, artificiellement des calories. Donc en gros, un fumeur est 3 à 4 kilos en dessous de son poids normal. Ça va augmenter le métabolisme, ça va réduire le stockage des graisses. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui aboutissent à ça. Et puis, bah forcément, à l'arrêt du tabac, vous allez retrouver votre métabolisme de base normal, donc vous pouvez prendre du poids. Alors, c'est vrai que c'est plutôt les femmes qui sont attentives à ça. Moi, j'ai parfois des messieurs qui viennent me voir en disant, bon alors, moi j'ai décidé d'arrêter de fumer, justement, je voudrais prendre du poids. Et quand je les regarde, je me dis, bah écoutez, je ne sais pas, mais probablement que ça n'arrivera pas. Il y a aussi, bah voilà, la nature qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont sujettes à prendre du poids. Donc, si vous êtes sujet à prendre du poids dans d'autres circonstances, à l'arrêt du tabac, probablement que vous serez plus exposé que d'autres personnes qui sont naturellement minces. Donc voilà. Maintenant, il y a plein de choses qui explique ça, mais c'est vrai qu'à, enfin, je sais pas si on développe là ou pas la Allez-y. prise de poids, mais la prise de poids, elle est quand même mieux maîtrisée, modérée avec les substituts nicotiniques, puisque on confond, enfin voilà, quand il y a un manque nicotinique, bah, on a envie, voilà, n'oubliez pas qu'il y a cette oralité de avant je fumais, donc là mettre quelque chose à la bouche. Donc si vous n'avez pas de substitut nicotinique, vous allez bah, plus être dans l'envie de fumer et avoir envie de compenser. Et alors, on a souvent envie de compenser avec des choses sucrées.
Donc avoir cette oralité de au lieu de fumer, je mets quelque chose à la bouche et puis aussi, bah, se faire plaisir autrement. Donc soit on va faire ce qu'on appelle compenser. Donc c'est pour ça que utiliser des substituts nicotiniques, donc soit des patchs, soit des formes orales, des pastilles ou des gommes, même encore mieux les 2, hein, complétés, vont réduire cette prise de poids, qui, je le rappelle, n'est pas systématique. Mhm. Oui, c'est vrai, hein, on ne le sait pas beaucoup, mais il y a 16% des personnes qui arrêtent de fumer et qui perdent du poids, en fait. Voilà. Et il y en a quand même, allez, un tout petit peu plus de 10% qui vont prendre, voilà, beaucoup de poids, plus de 10 kilos. Donc en moyenne, la prise de poids, c'est vrai qu'elle est fréquente, mais elle n'est pas élevée. Elle est dans les premières semaines de l'arrêt du tabac. Donc c'est vraiment important, dans les premières semaines, de se faire suivre et vraiment de bien doser ces substituts. Mhm. Et puis le poids se perd, hein. Tandis que la bonne santé, quand on l'a perdue, c'est difficile de la récupérer. Donc, Voilà. vaut mieux être un peu plus enrobé et en forme que de se taper une maladie pas top en étant mince et beau, hein. Enfin, moi, je pense. Bon, alors, on a parlé du poids, on a parlé des peurs, on a parlé du manque, on a parlé du temps. Et il y a un truc qu'on remarque quand même, quand tu arrêtes de fumer, tu as tendance à être un peu énervé. Un petit peu, quoi. Moi, depuis que j'ai arrêté de fumer, nous dit une copine, j'envoie tout le monde balader. Je suis stressée. En plus, la période est très stressante. On a peur de la guerre, on a peur de ceci, on a peur de cela, on a peur de tout. Euh, Comment rester zen en arrêtant de fumer? Vous avez un truc là-dessus? Faut bouffer des cachetons? Qu'est-ce qu'on fait? Alors toujours, je vais toujours répéter la même chose, mais finalement, commencer par avoir une bonne substitution nicotinique, vraiment, au moins vous avez un des 3 problèmes qui sont réglés. C'est-à-dire que finalement, ma substitution nicotinique, hop, c'est réglé, je règle avec les patchs ou les substituts, enfin bref. Après, il reste les habitudes. C'est vrai que finalement, les habitudes, elles sont là pourquoi? Ben, elles sont là pour nous simplifier la vie et pour empêcher de réfléchir. Donc à partir du moment où vous arrêtez de fumer, vous bousculez vos habitudes et ça, c'est stressant. En fait, il faut réfléchir à tout ce qu'on faisait depuis des années et ne plus le faire. Donc dans l'idéal, c'est d'essayer de vous créer de nouvelles habitudes et puis voilà, de bousculer un petit peu le quotidien, ne pas se contenter d'arrêter de fumer. Si vous contentiez de ça et que vous ne mettez rien en place, eh bien probablement à chaque fois ça laisse un vide et le vide, eh bien c'est l'appel de fume, fume, fume. Voilà. Alors que c'est par exemple reprendre, allez, quelque chose de très simple, la première cigarette du matin, de revoir un peu son rituel. Je me lève, à quel moment je fume ma cigarette, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais après, où est-ce que je me situe, est-ce que je suis chez moi, est-ce que je suis en dehors, et en fait de refaire, par exemple, vous prenez les mêmes éléments, mais vous les faites dans un ordre différent. Je sais pas, par exemple, je me lève, j'allume ma cafetière, je bois mon café ou je m'en vais boire mon café, je fume ma cigarette, et puis je vais me doucher, par exemple, et ensuite je pars au travail où je fume encore une dernière cigarette. Ça va être de se dire, je reprends tout ça. Soit je me mets à un endroit différent dans les cuisines, si je fumais dans chez moi, si je fumais sur ma table à droite, et bien de se dire bah tiens, je me mets à gauche, ou je mets une petite plante là où je fumais, ou alors tout simplement de se dire bah tiens, je me lève, je vais aller me doucher tout de suite et je viendrai prendre mon café après. Donc vous voyez, finalement, il n'y a plus ce vide et quelque part, inconsciemment, il n'y a plus de place pour la cigarette. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis, donc ça permet de travailler beaucoup sur les habitudes. Et puis après, concernant l'énervement, c'est peut-être aller travailler avec des méthodes un peu différentes basées sur la respiration. Ça peut être de la cohérence cardiaque, de la méditation, ou tout simplement apprendre à se poser, à se faire, parce que quand on va fumer, on s'accorde 5 minutes. Alors, ça c'est vrai aussi en fin de journée, plutôt, les cigarettes où on se posait. Eh bien, c'est ne pas hésiter à prendre du temps pour soi. Je veux dire, je sais pas, prendre le temps d'écouter un morceau de musique, de se poser, de lire un magazine. Prendre du temps pour soi pour se poser et gérer ses émotions qui parfois sont un peu bouillonnantes. Mhm. Ouais, ce sont des excellents conseils. Alors, pour la respiration, il existe une application qui est gratuite, hein, parce que souvent on utilise des outils payants. Là, c'est 100% gratuit et ça s'appelle Respire Relax Plus. On a ici une utilisatrice Mm. qui s'appelle Élise et qui pourrait vous en parler.
Au niveau des compléments alimentaires aussi qui peuvent nous aider, le magnésium, et en plus c'est bon pour la constipation. Donc ça aide bien, parce que quelquefois on est constipé en arrêtant de fumer. Et les oméga 3. Les oméga 3, ils ont aussi un autre effet qui a été prouvé, hein, c'est que ça réduit quand même la fréquence des cravings, des grosses envies de fumer. Donc magnésium, oméga 3, une application qui aide à respirer, et tous les conseils de notre tabacologue invitée, Anne-Sophie. Et n'oubliez pas, une bonne substitution, c'est la base. Et elle va nous le répéter tout le temps, et elle a raison, parce que c'est la base de la base. Si tu n'as pas une bonne substitution, tu vas être plus énervé, tu vas prendre plus de poids, etc., etc. Voilà. Allez, on passe aux fins d'année, Élise. Alors là, les fêtes arrivent. C'est pas compliqué, ça commence demain, hein. Et puis, on va avoir les repas de famille. On va nous proposer des clopes, peut-être. Comment est-ce que je peux me préparer à ça? Alors c'est vrai que les fêtes de fin d'année, c'est un moment un peu particulier, très festif, et c'est là où finalement il y a un risque plus grand de rechute ou de difficulté à gérer son arrêt s'il est récent, puisque on va devoir, réfléchir aux déclencheurs. Donc c'est vrai que les déclencheurs sont des choses que l'on fait et qui vont provoquer une envie de fumer. Donc très classiquement, le café et le tabac sont très liés, et l'alcool et le tabac sont très liés. Donc l'alcool va être identifié comme un déclencheur, où finalement on peut même imaginer, en poussant à l'extrême, on imagine, il n'y a pas forcément d'envie de fumer, et vous êtes dans un contexte festif, des fêtes de fin d'année, vous buvez un verre, et finalement, bah là, ça va baisser un peu votre vigilance, et vous risquez d'allumer une cigarette plus par réflexe, par habitude, que par réelle envie. Donc c'est là où en fait, il faut vraiment bien en prendre conscience et essayer d'anticiper, et de se dire avant, bah, finalement, comment moi je peux anticiper? Est-ce que se poser la question avant que j'arrête de fumer, est-ce que je fumais systématiquement une cigarette lorsque je prenais un verre? Ou comment je vais faire avec les copains si tout le monde sort fumer? Qu'est-ce que je vais faire moi? Est-ce que je vais avec eux? Est-ce que j'ai envie de garder le lien? Est-ce que je trouve que finalement c'est un peu trop proche, et je me sens fragile, et vaut mieux que je reste, que je me rapproche des non-fumeurs? Donc ça, c'est vraiment une réflexion à avoir, que la personne doit avoir, alors soit lors du suivi, mais en fait, les questions qu'elle doit se poser. Moi, j'ai Mhm. pas la réponse absolue, le secret en fait, mais de l'arrêt du tabac. Mais en tout cas, c'est vraiment toute une réflexion qui va vous amener à trouver la bonne solution. Donc on anticipe, mais on sait que Noël, ça passe, ça va être en famille, et puis il n'y a plus grand monde qui fume, donc ça va. Mais le premier de l'an, Élise et moi, nous allons danser jusqu'au bout de la nuit. Il y aura beaucoup de fumeurs, hein, et on va boire un coup, deux coups, trois coups, etc. Et là, je ne sais pas si on peut encore répondre de nous, hein, Élise, au bout Oui, de... oui. hein. Alors, est-ce qu'il y a... on pose les pieds dans le plat, Anne-Sophie. Est-ce que, si je suis en sevrage tabagique et que j'ai arrêté avec ce fameux mois sans tabac, est-ce que ce Noël-ci, je me dis, Françoise, tu vas te limiter dans la quantité d'alcool que tu vas prendre pendant ce réveillon, parce que c'est une prise de risque, et peut-être tu ne peux pas t'offrir le luxe de cette prise de risque. Si oui, combien? Comment refuser? Comment je fais? Et la deuxième chose, est-ce que pour cette fameuse soirée du 31 au soir, je me sursubstitue, c'est-à-dire j'ai dans ma poche des pastilles, un patch supplémentaire, une vape, enfin comment je fais? Est-ce que ça va pouvoir m'aider en cours de soirée? Et vous posez exactement les bonnes questions. C'est-à-dire Ah, que merci. voilà, c'est exactement ces questions-là qu'il faut se poser. Alors c'est vrai que moi, de façon traditionnelle, je déconseille toujours de diminuer les substituts, enfin le dosage des substituts pendant les fêtes. En tout cas, que ce soit un substitut, pardon, un sevrage qui a commencé là au mois sans tabac, au mois de novembre, ou qui est commencé avant, je ne bouge pas le dosage, on maintient le dosage pendant les fêtes de fin d'année, ça c'est un incontournable. Voire pourquoi pas, comme vous l'avez suggéré, augmenter, alors pas forcément
forcément augmenter avant, mais avoir, de se dire finalement, c'est un peu comme ma trousse de secours, ma bouée de sauvetage. C'est-à-dire, si je sens que c'est compliqué pour moi, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je me mets à distance ou est-ce que je vais effectivement prendre un... Alors, dans ce cas-là, les formes orales sont tout à fait adaptées, puisqu'on va prendre un peu plus, il y a cette oralité de je mets quelque chose dans la bouche, et quand vous avez la pastille, les pastilles nicotiniques ont quand même cette particularité de tenir assez longtemps en bouche, puisqu'il faut les sucer ou alors les mâcher, mais en tout cas, c'est de se dire, allez, je prends ça en plus, comme ça me rassure dans le fait d'avoir un entourage fumeur. Et puis, bien sûr, les boissons avec modération, hein. C'est vrai qu'au-delà de trois quatre verres, après, c'est difficile de garder un comportement éclairé et puis de ne plus faire les choses par automatisme ou enfin voilà, de déraper et de faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire. Donc, je ne peux Merci. qu'aller dans ce sens. Merci Pour beaucoup. modérer sa consommation d'alcool, Françoise, elle m'a donné un super truc, hein. C'est de remplir mon verre avec de l'eau. Comme ça, personne ne viendra me proposer de l'alcool. Ou alors, moi j'avais deux verres. J'avais un verre avec du jus de fruits ou de la flotte et un verre avec du vin, par exemple. Et le verre avec du vin, je buvais un tout petit peu, mais ça, quoi. Et j'y touchais plus. Et donc, les gens qui venaient me resservir, eh ben, ils voyaient que j'avais mon verre plein. Donc, ils ne me resservaient pas. Et à côté, par contre, j'avais mon deuxième verre avec une boisson sans alcool. Ce qui permet ben, de boire l'équivalent d'un verre d'alcool sur la soirée sans que on nous resserve sans arrêt. Et quand quelqu'un disait, alors Françoise, tu bois un coup, je disais, mais j'ai ce qu'il faut. Allez, hop, passe, roule ma poule. Donc on peut trouver des trucs comme ça qui font que ben, on va modérer sa consommation tout en participant à la fête. Ah là là là, que de soucis, Élise. Est-ce que beaucoup manger, parce que ça aussi, ça va être le cas, hein, ça donne envie de fumer? Et pourquoi? Alors, j'aurais tendance à dire que non, beaucoup manger ne donne pas forcément envie de fumer, puisque justement, vous avez cette oralité qui est là. Après, c'est vrai que le fumeur enfin, en général, tendance à avoir enfin, la fumée a tendance à avoir un effet un peu coupe-faim. Donc, souvent, il est assez fréquent de voir les fumeurs qui ne mangent pas de dessert, ou parce qu'ils vont justement fumer leurs cigarettes. Là, quand on arrête de fumer, on prend le temps de manger. Alors, beaucoup ou pas. Ce qui est sûr, c'est que vous retrouvez très rapidement, dans les quelques jours qui suivent l'arrêt du tabac, le goût, l'odorat, donc on se régale davantage. Alors après, est-ce qu'on a tendance à aller en prendre un peu plus? Oui, sans doute. Mais en tout cas, je serais surprise de voir que manger plus donne davantage l'envie de fumer. Je Mhm. n'ai pas eu fréquemment ce genre de remarques. Ben, c'est surtout que fumer marquait la fin du repas. Moi, quand j'ai Voilà. arrêté de fumer, quand il y avait des repas, j'avais l'impression que je pouvais continuer éternellement à manger. Parce que j'avais plus mon marqueur de fin de repas. Donc, j'avais pris l'habitude, sur les conseils de je sais plus qui, de marquer la fin du repas avec une pastille ou alors avec un carré de chocolat noir que je laissais fondre dans la bouche. Ou alors je me levais, j'allais me passer les mains sous l'eau. Enfin, d'autres rituels, mais pour marquer la fin du repas, quoi. Mm. Bon, hein, on parle de substituts, Anne-Sophie, et pour nous, c'est compliqué parce que les repas de famille, on reste à table, hein. Allez, on est à table. Et on a toujours quelqu'un qui va nous sortir. Justement, je prends ma pastille, c'est la fin du repas. On est tranquille à discuter. Et là, il y a mon grand-oncle qui me dit, c'est quoi ton truc? Ben, c'est des Nicopas parce que j'arrête de fumer. Et puis j'ai un patch aussi. Ah ouais, mais si tu as de la nicotine, c'est comme si tu fumais encore, hein. Ça change rien, ma petite fille. Comment on répond à ce genre de petites phrases qu'on va entendre et qu'on va pas entendre une fois, qu'on va entendre 15 fois? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vraiment faire une grande différence entre la pastille que vous allez prendre qui ne contient uniquement que de la nicotine et puis de renvoyer que bah, dans le tabac, dans la cigarette fumée, il y a plein d'autres choses. Donc, soit il y a encore un apport de nicotine, mais il n'y a plus ces 5 à 7 000 substances il faut ne pas oublier de rappeler qu'il y a plus de 250 produits qui sont nocifs pour la santé, quasiment 70 qui sont là en rapport, enfin voilà, en lien direct avec le cancer. Donc non, c'est vraiment totalement différent. On est là dans un apport nicotinique pour gérer
le sevrage sans tous ces produits nocifs apportés par la cigarette. Mhm. Merci. Élise. Alors, j'ai décidé d'avoir une vape en plus de mes substituts. Et évidemment, on me dit, ben, de toute façon, si tu vapes, c'est pareil que de fumer. Enfin, tu vois, d'ailleurs, là, c'est de la fumée, alors que c'est de la vapeur. Et bien sûr, on me sort la référence du dernier buzz santé-pub.com. Tu vas Et mourir. Tes poumons ouais, vont les cramer. articles qui font super peur, quoi. Tu vas avoir Et du popcorn à la place des poumons. c'est ça. Ben Et voilà, toujours prendre beaucoup de recul sur ce qu'on peut entendre ou voir sur les réseaux. Après, je pense qu'il faut vraiment se fier à des faits scientifiques, à ce que l'on sait actuellement. Alors, on va vous dire toujours, ah, on ne sait pas, on n'a pas beaucoup de recul. C'est vrai que, bon, voilà, la cigarette électronique, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on la connaît maintenant. Euh, voilà, le message, d'ailleurs, vous avez à juste titre employé le mot vapoteuse. Et moi, c'est vrai que j'insiste de plus en plus pour dire, attention, je ne fume pas la cigarette électronique, je vapote. Je vapote, une vapoteuse. Donc, il y a vapoter et il y a fumer, fumer une cigarette classique. Donc, vapoter, c'est 9 fois moins toxique que de fumer. Ça, c'est quelque chose. Alors, c'est vrai que dans le 9 fois moins toxique, il reste cette petite partie de, bah, finalement, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, peut-être que dans 20 ans, on aura un discours différent. En tout cas, à l'heure actuelle, on sait que vapoter, c'est 9 fois moins toxique que de fumer. Il y a moins de produits toxiques. Il n'y a pas de monoxyde de carbone, étant donné qu'il n'y a pas de combustion. Donc, en fait, vraiment, le cœur bah, va beaucoup mieux sans monoxyde de carbone. Comme il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de goudron non plus. Donc, il n'y a pas tous ces goudrons qui viennent se déposer sur les poumons. Donc, au final, vapoter pour un fumeur, j'entends bien, pour un fumeur, c'est plutôt conseillé, c'est vu comme une étape intermédiaire vers l'arrêt complet de l'arrêt du tabac. Attention, je ne tiendrai pas ce discours pour quelqu'un qui ne fume pas, Bien pour nos sûr. jeunes qui sont très sollicités avec les puffs, avec bah voilà, les cigarettes. On cherche clairement les cigarettes électroniques à avoir les jeunes. Et là, c'est vrai que pour un jeune qui ne fume pas, c'est une très très mauvaise idée de vapoter. Mhm. Nous, on parle de l'arrêt du tabac, hein. Bien évidemment, ce live s'adresse aux fumeurs, aux défumeurs, aux ex-fumeurs, qui peuvent utiliser la vape comme un outil d'aide au sevrage tabagique, comme un outil, hein, Tout voilà. à fait. C'est pas un médicament, c'est un outil. Alors, justement, on continue sur la vape. On ouvre notre parenthèse vapotage. On a beaucoup parlé des patchs, des pastilles, des gommes qui sont extrêmement utiles et qui sont complémentaires. On associe, vous l'avez dit, patch, vape, pastille, hein, on ne fait pas soit l'un soit l'autre. On peut aussi associer, comme le fait Élise dans son repas là, de famille, une petite vape. Alors, par contre, sortir avec les fumeurs pour vapoter, c'est pas évident pour certaines personnes. En dehors du fait de vapoter à l'intérieur et d'apporter un gros nuage saveur vanille, noix de pécan, c'est pas tout à fait au goût de tout le monde pendant le rôti. Euh, Comment on fait pour... est-ce que vous savez comment on fait pour vapoter discrètement sans faire de la vapeur? Bah, n'oubliez pas ce qu'on vient de dire, c'est que la vapoteuse, elle est là pour, comme un outil vers l'arrêt du tabac. Donc, si vous voulez rester dans cet esprit-là, c'est déjà vapoter comme vous fumiez. Ne Mhm, vous mettez pas à vapoter là où vous ne fumiez pas. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas vous tromper et aller vapoter comme vous fumiez. Alors, l'inconvénient de la vape, c'est qu'il n'y a pas un début et une fin comme dans la cigarette. Donc, c'est d'essayer de, voilà, d'y remettre du sens. Pourquoi vous l'utilisez? De se dire, bah, je sors vapoter un temps donné et voilà. Et pas d'essayer de fumer enfin, de vapoter discrètement dans sa salle ou au repas, là où avant vous ne fumiez pas. Enfin, mhm, là, c'est dommage. Et puis, en plus, d'abord, il y a un vapotage passif, hein, et puis, mais vous venez renforcer le geste, un geste dont vous voulez vous débarrasser. Donc, ça va à l'encontre des efforts que vous êtes en train de mener. d'accord, merci. Élise. alors, est-ce que si je craque, est-ce que tout est foutu? Ah Genre, non. j'ai pris une cigarette, ben c'est bon, je peux reprendre un paquet et après-demain une cartouche parce Ça que sert je à sais que rien, c'est comme Élise. ça que T'as, ça t'as va se repris une passer. clope, c'est même plus la peine. N'importe comment, t'as rechuté, hein. Mm. C'est une rechute. Et comment est-ce que je peux faire dans ces cas-là?
Alors, bien sûr que non, vous êtes dans une démarche d'arrêt et bah, l'arrêt n'est pas forcément toujours un long chemin tranquille. Donc, c'est dans ces cas-là, surtout, c'est pas la fin du monde, le voir plutôt comme un pas de côté. Voilà, je, je me suis trompée, donc soit réajuster avec les substituts nicotiniques, augmenter le patch, prendre une forme orale, augmenter ce qu'on n'a pas encore abordé, mais il existe aussi un spray nicotinique, hein. Mm. Et puis surtout, aller consulter, aller revoir votre tabacologue si vous aviez déjà un suivi d'entamé, parce que c'est ce que je répète souvent aux patients qui viennent nous voir, c'est de dire, mais c'est justement quand ça va pas qu'il faut venir nous voir. Nous, on n'est pas là pour vous accompagner quand tout va bien, sinon ça n'a aucun intérêt, vous n'avez pas besoin de nous. Donc c'est dédramatiser, remettre dans le contexte et puis bah, rappeler que la rechute parfois fait partie, enfin il faut parfois deux, trois essais avant de réussir, de se lancer enfin réussir cet arrêt définitif et que voilà, il faut essayer parce que c'est en force d'essayer qu'on y arrive. Donc vraiment Mm. dédramatiser. D'accord. Ok. Alain nous suggère d'avoir toujours un petit spray dans son sac à main. C'est vrai qu'avoir une forme orale, donc les formes orales, ce sont les sprays, les pastilles, les gommes nicotiniques, mais aussi d'autres choses. Ça pourrait aussi très bien avoir un petit bonbon qui n'est pas forcément à la nicotine, qui est justement cette oralité. Ça peut être tout simplement avoir une petite bouteille d'eau avec soi, puisque le fait de boire, voilà, vous apportez quelque chose et puis on pense à autre chose. Il faut aussi ne pas oublier qu'une envie de fumer, ça dure que quelques minutes. Donc, se rassurer, de se dire ça va passer, je suis plus fort que ça, et voilà, et se faire confiance, et ça passe. Mhm. Il y a des gens qui ont une pomme dans leur sac Une parce que, pomme, ouais. ça peut être aussi, vous savez, les petites sucettes là, avec un bâton, et Oui, oui. garder le bâton, Une enfin, choupa choups. voilà, les D'ailleurs, les choupa choupa choups, à un moment, vendaient des mini choupa choups en paquet de 20 comme des clopes. Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu Ah, ça. ça se vend encore les mini, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des petits conseils. Alors attention si la personne est diabétique, hein, bien Oui, sûr, bien mais sûr, ouais. voilà, des petites astuces à avoir. Il y en a d'autres, c'était le bâton de réglisse. C'est pareil, il faut faire attention chez les Mhm. cardiaques, mais voilà, des petites choses comme ça qui vous ressemblent et qui vont aider au quotidien. Mhm. Les substituts dont on a parlé, cette gamme de substitutions, on le sait, ils sont remboursés par l'assurance maladie si on a une prescription qui peut être faite par l'infirmière, par le médecin, par le kiné, par le dentiste, par la sage-femme, par le médecin du travail, etc. Mais ils sont remboursés plus d'un mois, ils sont remboursés autant qu'on a besoin et aussi souvent qu'on a besoin. Merci de le rappeler. Oui, c'est vrai qu'avant, on avait un délai où on a eu une somme, où il y a eu des forfaits. On a cette chance maintenant, depuis quelques années, d'avoir les forfaits nicotiniques qui sont remboursés aussi longtemps qu'on en a besoin et sans limite de dosage ou de durée dans le temps. Ah, c'est super. Et on a cette chance aussi d'avoir un panel de substituts nicotiniques différents, avec des goûts différents. Avant, on était très centré sur la menthe. Maintenant, de Ouais. plus en plus, on a des produits aux fruits rouges, au citron, enfin voilà, ou parfois même avec un goût neutre, qui permettent quand même d'adapter au goût de chacun. Mhm. Donc, je peux tester plusieurs substituts en étant remboursé, enfin en étant au tiers payant, sans avancer d'argent, de façon à trouver ceux qui me conviennent le mieux si j'ai une prescription. Tout à fait. Ouais, génial. Chère Élise, ah, il faut que tu mettes ton micro pour parler. Pardon. Au bout de combien de temps on est délivré, libéré? Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, on n'y pense plus du tout à la cigarette? Oui, tout à fait. Alors le temps va varier en fonction de chaque personne et c'est d'ailleurs pour ça que la diminution des substituts nicotiniques va se faire à ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous commencez à l'oublier, à ne plus y penser, c'est que finalement elle est voilà. Alors bah, vous pouvez envisager la diminution. Alors attention, pas trop de tests entre 24 et 48 heures. Souvent il y a encore de la nicotine qui circule, mais c'est vrai que quand vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus fréquent, effectivement, on peut envisager une diminution. Alors, idéalement, on aime bien rester sur à peu près
au minimum un mois pour chaque dosage de patch, hein. Donc si vous commencez avec un patch 21, au moins un mois avec du 21, un mois avec du 14, un mois avec du 7. Mais comme on l'a dit précédemment, ça peut être plus. Sur la diminution, il faut simplement prendre le temps de ne pas arrêter brutalement. Voilà, parce Mm. que c'est là où n'oublions pas que c'est une période plus à risque dans la rechute, donc vraiment le faire progressivement. Élise, tu n'y penses plus du tout, toi? Non, plus du tout. Moi non plus. Ça Je fait ne sais partie de même notre pas, histoire. Ouais. je ne sais même pas où sont les bureaux de tabac dans ma ville parce que Mhm. je n'y mets jamais les pieds. Mhm. Ouais, au bout d'un moment, c'est comme si c'est comme un ex qu'on a aimé au CM2, quoi. On se souvient de son visage, on se souvient de l'émoi qu'on avait, parce qu'on était dingue, mais on se souvient même plus comment il s'appelait, et puis on pense à lui, ça nous fait plus rien du tout, quoi. La clope, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a fumé, surtout quand on a fumé beaucoup et très longtemps. On se souvient de comment on était, ce que ça nous apportait, etc. Mais même le geste ou la possibilité du geste a disparu de notre vie. On ne sait plus quel goût ça avait, on ne sait plus du tout. Ça n'existe plus, c'est notre passé. Et c'est pas notre présent et certainement pas notre avenir. Donc même quand on est mal, quand on est triste, quand on a des grandes joies ou des grosses émotions, euh, on n'y pense même pas. On se dit même pas, je prendrais bien une clope parce qu'on n'y pense pas. Ça n'existe plus dans nos vies. On est hors tabac. Ça n'existe plus. Ah là là. Bon, comment je fais, Anne-Sophie, pour me faire aider après ce mois sans tabac si je suis en difficulté? À qui je peux m'adresser? Alors, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, bah, n'hésitez pas, le médecin traitant, mais aussi voilà, auprès d'une infirmière libérale, d'un kiné, d'un dentiste. Enfin, maintenant, je pense qu'il faut pas hésiter à parler de enfin, de vos difficultés à n'importe quel soignant, voire même au pharmacien, et demander à se faire aider. Vraiment, ne pas hésiter. Ou envisager de rencontrer un tabacologue comme vous? Oui, et alors si parfois le rendez-vous, enfin voilà, il peut être compliqué, allez sur l'application Tabac Info Service 39 89, pareil, rendez-vous, enfin numéro gratuit, et vous pouvez parler avec un tabacologue et avoir des conseils. Donc tout est fait pour que ce soit facile. D'accord. Donc, les professionnels de santé à côté de chez moi. Une consultation en tabacologie, si vraiment c'est compliqué, que j'ai besoin d'aide et de suivi, de quelqu'un qui suive mon sevrage. Et autrement, ben, les consultations au 39 89, vous aurez un tabacologue au téléphone qui vous rappellera plusieurs fois pour vous suivre. Tout à fait. Élise, la dernière question. Alors pour finir, Anne-Sophie, qu'est-ce que ce serait votre meilleur conseil pour continuer mon arrêt du tabac après ce mois sans tabac? Alors moi, finalement, je dis que les fêtes de fin d'année, alors on l'a évoqué tout à l'heure, parfois ça peut être un risque, mais de se dire en cette période de Noël où chacun veille à offrir un cadeau et faire plaisir à l'autre, se dire que finalement l'arrêt du tabac, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire en cette période de fin d'année, c'est de se récompenser, dire c'est le meilleur cadeau que je puisse faire d'arrêter de fumer et de commencer cette nouvelle année 2026 sans tabac et être fier de la commencer sans tabac. Mhm. On est des Jedi de la défume. On va passer ce défi sans aucun souci parce que c'est notre choix. Nous avons choisi de ne plus fumer. Personne ne nous oblige. Nous avons choisi. Et pourquoi? Parce qu'on veut vivre et on veut vivre plus longtemps en meilleure santé. Et ça, c'est quelque chose d'important. Avoir plus de sous aussi. On va être riche en 2026, Élise. On va se faire plein de cadeaux. Ouais, ouais. Et puis surtout, ça aura été une expérience. Et vivre ce type d'expérience, et ben, ça aide, ça nous apprend à savoir avoir d'autres défis par la suite. Et on est fier de soi. Et je pense que c'est un bon point de départ pour s'en sortir pendant tout le reste de l'année, même au barbecue cet été. Et Voilà, oui, et et puis devenir comme vous le faites aussi des témoins après et des aides pour voilà les prochaines personnes qui voudront se lancer dans l'arrêt du tabac et de se dire mais je l'ai fait, tu peux le faire et si tu veux, je peux t'aider. c'est possible. Et en plus, on se connaît mieux, on se planque plus derrière nos rideaux de fumée, on répond pas à nos émotions en allumant une clope avant même de les ressentir, ou on fumait pour se conformer, pour être comme il faut, hein.
Donc on ravalait un petit peu nos chagrins, nos rancœurs, nos colères aussi parfois. Donc oui, ça pète au début. Et alors, on se respecte beaucoup plus soi-même. On est beaucoup plus soi-même quand on arrête de fumer. On se planque beaucoup moins. Et ça, vous allez voir, les autres aussi vont vous respecter plus. On se dit, ouais, si je suis pas conforme et tout, les gens ils vont arrêter de m'aimer. C'est exactement le contraire. Ils t'aiment plus après quand t'es toi-même. Mais bon, ça, c'est la suite de l'aventure et ce sera un prochain live, Élise, parce que tous ces avantages-là, eh ben, on pourra en parler. Voilà, donc on arrive sur la fin de ce live. Merci C'était super. Françoise. Super. Merci Merci beaucoup Anne-Sophie. Anne-Sophie. Merci à C'était vous. vraiment Ouais, super de s'entretenir ouais. avec vous et vos réponses, elles vont aider tous nos copains, copines Mm. qui arrêtent de fumer. Quelle chance, Merci. les Hauts-de-France, d'avoir des professionnels de cette qualité pour vous accompagner dans votre arrêt du tabac. Vous imaginez? Vous avez des gens qui sont humains, qui sont proches de vous, qui sont à l'écoute, qui sont respectueux de vos chemins et qui connaissent plein de choses pour vous aider et vous accompagner à l'arrêt du tabac. Quelle chance, hein, c'est vrai. Et avec ça, des substituts pris en charge. Bah écoute, et un groupe, le groupe, les habitants des Hauts-de-France, moi sans tabac. C'est super. Et sur ce groupe, on croise Élise régulièrement, qui fait beaucoup d'informations. Élise, je te laisse le mot de la fin. Donc, ben, merci encore Anne-Sophie. Et pour ce qui est du groupe Moi sans tabac des Hauts-de-France, on va vite se retrouver pour un nouveau live en janvier, en février. Et puis, on est pressé de vous retrouver. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On vous souhaite un bon passage en 2026. Et à bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt.